La fondation de l'Académie de médecine est donc la fondation de l'Académie de médecine et son but est de développer un certain nombre de thématiques pour favoriser le meilleur de la santé pour tous. Alors, ceci est très vague, très large, mais ceci peut être bien déterminé en particulier en essayant d'améliorer la diffusion du savoir et de la qualité des thèmes scientifiques que développe l'Académie nationale de médecine. Alors, il y a 4 grands thèmes que développe en général la Fondation de l'Académie de médecine, qui sont d'une part le vieillissement, mais également des thèmes sur l'alimentation, des thèmes sur l'exposome et des thèmes qui vont être développés en 2023 sur la santé des femmes. Puis, il y a la possibilité d'être en bonne santé tout au long de la vie ou très longtemps au cours de la vie, et puis d'avoir une chute brutale à un âge avancé de la vie. Et cette trajectoire, c'est celle que connaissait une dame que j'appréciais énormément, qui s'appelait Madame Ophélie. Madame Ophélie, 84 ans, je l'ai connue quand j'habitais Limoges. Et cette dame était vraiment ma voisine et elle m'impressionnait énormément. Elle m'impressionnait beaucoup parce qu'elle était a priori très éduquée, elle était riche, elle avait une grosse culture, elle avait habité une maison du style d'une villa des années 1930, et vraiment c'était une dame qui m'impressionnait. Elle m'impressionnait d'autant plus qu'à son âge, 84 ans, elle avait une spiritualité extrêmement haute, et surtout, elle était déjà une écologiste convaincue. Donc, elle m'impressionnait beaucoup. Et elle m'impressionnait aussi beaucoup comme voisine, parce qu'elle avait toujours des personnes qui la visitaient. Elle avait un époux près d'elle. Elle avait des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants. Elle était toujours entourée. C'était absolument magnifique. Et ce que je dirais, c'est que sa fleur relationnelle était absolument splendide. Et puis, j'ai quitté Limoges pour aller dans d'autres lieux. Et cette dame, je l'ai perdue de vue pendant une certaine période de temps. Disons une petite dizaine d'années, et ensuite, son médecin traitant, qui était un de mes anciens élèves, m'a appelé en me disant, tu sais, Madame Ophélie, elle n'est pas très bien en ce moment. Alors, je l'ai appelée, j'ai demandé comment allait Madame Ophélie, puis Madame Ophélie, elle avait complètement changé de structure. Autour d'elle, il y avait eu un vide complet. D'abord, son mari était mort, son frère était mort, ses amis commençaient à disparaître, elle allait plus au culte, elle faisait plus partie de la chorale. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que ses relations avec sa sœur, sa fille, vraiment, étaient devenues tendues. Alors, j'ai écouté tout ça et puis je me suis dit quand même, cette dame, elle est vraiment mal partie. Et ensuite, j'ai eu un nouvel appel téléphonique de son médecin qui venait de me dire une nouvelle fois, tu sais, ça va vraiment mal, cette dame, elle va vraiment pas bien. Et autour d'elle est apparu un cercle de professionnels de santé extrêmement important. Vous vous reconnaissez tous dans ce cercle de famille, auxiliaires de vie, infirmières, médecins, qui étaient tous autour d'elle. Et vous voyez que la fleur relationnelle de Madame Ophélie avait complètement changé. D'un côté, il y avait une fleur, un pétale qui s'était complètement étriqué, et puis de l'autre côté, il y avait un autre pétale de soignants qui était apparu, et le contact entre ces soignants et la famille, ou ce qui restait de la famille, c'était surtout la petite Marie, qui était une employée de maison qu'elle avait depuis des années et des années, et qui faisait vraiment le lien entre les deux. Et vous voyez l'importance de ce problème de relation entre les soins formels ou les soins donnés par les aidants familiaux et les soins organisés par l'ensemble de la communauté. Au Danemark, il y a seulement 3,6% de toutes les personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent dans des EHPAD. Mais je vais en revenir pour dire les éléments clés dans la prise en charge du grand âge au Danemark. On a une politique de prévention qui mise sur le soutien à domicile. Ça permet aux seniors de rester actifs et autonomes le plus longtemps que possible. On fait des visites préventives à domicile depuis plus que 20 ans. Toutes les personnes âgées de 75 ans peuvent prendre une visite à domicile préventive, et celles
âgés de 80 ans révolus peuvent prétendre à une visite annuelle. Et cette offre ne concerne un entretien individuel avec un représentant en charge de la prévention, une infirmière ou un physiothérapeute. Et c'est une réunion informative ou individuelle si on le souhaite, mais ça peut aussi être en compagnie avec d'autres citoyens. Chacun de ces deux offres met l'accent sur des sujets importants relatifs à la vie quotidienne, à la domaine de santé et comment est-ce qu'il y a aussi une vie à la maison possible. Souvent, quand c'est pour des personnes âgées, la grande crainte, c'est quand ils nous voient arriver, c'est de dire, oh là là, ils vont tout modifier chez moi. Et donc, la première réaction, c'est un refus, en fait. Et en fait, ce que je dis souvent, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire, il faut absolument enlever les tapis. Donc, les tapis, c'est une des premières, ce qui me vient à l'idée. Les tapis, moi, je ne suis pas pour dire, il y a un tapis, il faut enlever, non. Je vais faire des essais avec la personne, je vais voir ce qui ne va pas, pourquoi ce tapis peut être un danger, et en fonction de ça, on verra si oui ou non il faut l'enlever. Il existe plein d'autres choses, ce tapis peut être fixé au sol, le tapis peut être déplacé, parce que parfois il suffit d'un petit dialogue, et en fait la personne va se dire, effectivement il serait peut-être mieux là mon tapis. Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est toujours une histoire de dialogue, et pas du tout, moi ça fait un certain nombre d'années que je fais mon métier, et plus je le fais et quand j'enseigne, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est qu'une aide technique, elle ne pourra avoir que son utilité que si elle n'est pas imposée et que si elle est décidée avec la personne et que si la personne, en fait, finalement, a décidé de pouvoir l'utiliser. Sinon, on peut toujours mettre toutes les aides techniques qu'on veut. Moi, je suis allée à plein de domiciles où il y avait eu un listing, donc il y avait plein d'aides techniques, mais il n'y en avait aucune qui était utilisée. Donc, la personne avait dit oui pour faire plaisir, mais finalement, elle n'avait aucune utilité, en fait. Ouais, justement, le discours domotique depuis maintenant les années 70-80 en France est axé sur confort de vie, mais il y a quand même un déterminisme technologique qui est quand même bien ancré dans la tradition de ces dispositifs. Donc, on va plutôt être sur un élan où on va questionner les pratiques avec l'entourage et repenser des dispositifs justement avec je vais appeler des jeunes entreprises innovantes ou des équipementiers qui vont penser le bâti avec des nouvelles solutions. Ça peut être justement des capteurs bas niveau qui vont détecter le niveau de dioxyde de carbone ou aussi de solvants dans l'habitat, et sur lequel on va avoir des rétroactions, des petits éléments qui vont s'incorporer à l'environnement. C'est-à-dire que c'est tout à fait une démarche qui va être pour penser le quotidien des habitants. C'est une démarche qu'on appelle ethnographique, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer des récits de vie des habitants et travailler avec eux pour leur apporter une petite touche supplémentaire et faire très attention justement à ce souci sociétal, puisque la fracture numérique de second degré, donc que vous rappelez tout à l'heure, ça apporte un déséquilibre social. Et c'est déséquilibre qui est préoccupant. Il faut l'accompagner le plus finement possible. Et cela, ça peut se faire seulement dans une démarche collective. L'APA, effectivement, va pouvoir avoir un financement différent et
comme nous avons la chance en France d'avoir des aides sociales nationales, départementales et municipales, en fonction de votre lieu de résidence, votre ville peut également financer, apporter un complément. À Paris, le Centre d'action sociale de la ville de Paris propose des aides financières, alors pas spécifiquement réservées à l'adaptation du logement, mais vous pouvez demander une aide qui peut aller jusqu'à 3 500 € pour compléter un financement qui ne serait pas suffisant pour réaliser vos travaux. La PAF va financer plutôt ce qu'on appelle des petites aides techniques, c'est-à-dire que on finance évidemment ce qui n'est pas financé par l'assurance maladie, ce qui n'est pas gros travaux, mais on va financer le siège de baignoire, l'ouverture d'une porte dans la baignoire, pas une transformation en douche. On va financer des barres d'appui, on va financer un rehausseur de toilettes, etc. Et pour autant, ce qui devient intéressant, je pense, et qui est une réflexion en cours quand même au niveau des départements, c'est qu'il y a une véritable réflexion, non pas juste sur le financement, mais sur comment accompagner les personnes dans la définition de leurs besoins, ensuite la recherche de financement et jusqu'au moment où en fait l'aide technique va être posée. Le grand travail à faire, c'est l'aiguillage. Et vous, en tant que médecin, vous êtes les premières sentinelles. Et je rêverais qu'au moment justement où il y a ce grand moment de conversation où on annonce à un futur patient qu'il est porteur d'une maladie ou qu'il est en perte d'autonomie, il y a toujours forcément, dans 90% des cas, voire plus, un aidant. Il y a une personne proche, il y a une personne de confiance qui va être là. Comme en psychologie, on dit un bébé n'existe pas sans sa mère. C'est Winnicott qui nous a permis de penser la dyade mère-enfant. C'est pareil dans le monde de l'aidance. Un patient n'existe pas sans son aidant. C'est absolument inconcevable. Donc en fait, il faut repérer, pour vous présenter le visage un peu polymorphe des 11 millions d'aidants en France, c'est un public qui est invisibilisé, qui est silencieux et qui pourtant est là dans tous les actes de la vie quotidienne, même quand la personne est à l'hôpital et surtout au moment de la sortie. Le domicile se passera très bien jusqu'à leur dernière minute où elles vont mourir dans leur chambre, dans leur lit, où elles sont dans cette chambre depuis 80 ans. Mais parce que la situation autour fait que il n'y a pas d'usure des aidants, les mécanismes mis en place, les auxiliaires de vie, le médecin, l'infirmière libérale, tout cet accompagnement se fait de manière lisse, ça roule. C'est comme je dirais que il n'y a pas de rouage, donc le rouage, tout roule et tout va bien. Et sans obstacle, on va pouvoir, comme ça, continuer très longtemps. Mais il y a des moments où ça doit s'arrêter et il ne faut pas avoir peur. Et je pense que c'est le rôle des soignants de dire aux familles, stop. Moi, j'ai dit à la fille de ma dernière patiente décédée, qui après sa mort me dit, mais j'ai pas été là les 4 derniers mois. Je lui ai dit, non, tu étais là. Nous étions là parce que tu nous avais mandatés et qu'on a pris la place qui était la nôtre et toi, tu avais ta place, tu avais ta propre vie. Parce qu'un aidant qui n'a pas sa propre vie, qu'est-ce qu'on lui propose comme parcours de vie? D'être toujours celui qui va aider? La vie, chacun a sa propre vie. Et je crois que c'est ça notre rôle de soignant. C'est aussi de dire à l'aidant qu'il a le droit de vivre, il a le droit d'avoir une activité professionnelle, il a le droit d'avoir une activité de loisir, il a le droit de partir en vacances. Il y a vraiment quelque chose à faire, mais on est dans un domaine où, alors je vais être un petit peu peut-être dure, mais on ne s'est pas trop intéressé pendant un certain nombre d'années à cette population de professionnels du domicile. Et on s'aperçoit qu'elles sont absolument clés et centrales dans la prise en charge de la personne à domicile, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit aussi pour les personnes en situation de handicap.
et qu'on n'a pas de formation vraiment qui ont suivi l'évolution de ce besoin. Et que là, on a une multiplicité de formations, certes, mais qui conduisent soit à un même niveau de formation, soit, en fin de compte, pour avoir le même métier, on a plusieurs diplômes qui amènent. Les gens s'y repèrent pas, mais on est quoi? On accompagne la personne, on est de ménagère. Qu'est-ce qu'on fait au domicile? Donc, la confiance de la personne aussi accompagnée de l'aidant, elle peut être fluctuante. Hein, ça, il faut bien le comprendre. On n'a pas de spécialisation des formations. Alors, personnes âgées, mais personnes âgées à domicile, l'accompagnement n'est pas le même qu'en EHPAD. Et je rajouterai par rapport à l'intervention que j'ai entendue, des personnes en situation de handicap, c'est aussi une autre façon d'accompagner qui est différente. Et là, on voit très bien que, par exemple, lorsqu'on a le diplôme, le DEAES, les personnes, elles ont 3 choix dans les spécialités. Petite enfance, établissement, on va dire, domicile. Si je vous laisse deviner ce qui est choisi en dernier, et souvent par défaut, c'est le domicile et l'accompagnement des personnes âgées. Donc, on se trouve avec des professionnels, quelquefois, qui vont faire ce métier, mais qui ne sont pas destinés à ça, qui préfèrent la petite enfance. C'est pas pareil. C'est notre travail de gériatrie au niveau hospitalier, donc d'accueillir les gens qui nous font confiance pour qu'on les soigne. Alors effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de soins qui se passent dans l'hospitalisation classique. C'est-à-dire, donc voilà, on soigne les pathologies, on met en œuvre des réhabilitations, on travaille beaucoup avec les aidants familiaux pour appréhender le contexte psychosocial de la personne, essayer de construire le projet de sortie. C'est-à-dire le plus souvent, les patients souhaitent rentrer à leur domicile et c'est ce qu'on arrive à faire dans la plupart des cas. Et quelquefois, ça n'est pas possible. Il faut redéfinir, notamment avec la famille, par exemple, un projet d'entrée en EHPAD, etc. Donc, c'est vraiment le travail de nos équipes. Et en fait, à l'hôpital, nous ne faisons pas uniquement cela. Il y a aussi des soins externes pour des malades externes. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on peut faire des bilans médicaux de très grande qualité dans nos consultations, dans les centres de gériatrie, dans des hôpitaux de jour. Par exemple, quelqu'un qui fait des chutes, eh bien, en une séance qui dure 3 ou 4 heures, on peut vraiment faire un bilan médical très complet, conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Bon, on fait pareil pour des centres mémoire. On fait un gros travail aussi qui n'est pas assez connu pour des malades externes, justement pour leur éviter de venir chez nous en tant que personne hospitalisée. Voilà, donc ça participe aussi au maintien à domicile. Après, on est très concerné aussi par l'organisation des soins à domicile, puisque tous ces malades qu'on soigne et qu'on va heureusement réadresser au domicile, il faut que ça se fasse de la meilleure façon possible. Et donc, moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément et on travaille quotidiennement, nos équipes, avec des infirmiers à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d'auxiliaires de vie. Donc, on a des tas d'acronymes, donc j'essaie de pas les utiliser. Voilà. Et en fait, les services de soins infirmiers à domicile et les services d'auxiliaires de vie sont vraiment les piliers du soutien à domicile pour des personnes âgées fragilisées, telles que celles qu'on soigne à l'hôpital et qui retournent à leur domicile. Revenir sur le focus s'agissant des dispositifs d'appui à la coordination, comme je le disais, qui ont été introduits dans la loi OTSS. L'objectif, en tous les cas, le constat de départ, c'est qu'on avait un nombre certain ou un certain nombre de dispositifs d'appui à la coordination qui prenaient en charge des patients, alors avec des entrées soit par type de pathologie ou par tranche d'âge, et ce qui rendait, en tous les cas, assez illisible le recours à ces dispositifs. Et on pense que ça induisait des pertes de chance pour les personnes qui devaient être accompagnées par ces dispositifs. Donc, l'idée a été d'unifier ces dispositifs au sein de dispositifs uniques. Donc, avec cette ambition d'en porter un par territoire, puisque aujourd'hui, ou en tous les cas hier, puisque la réforme doit s'achever le 24 juillet prochain. Donc, on est vraiment au terme de cette réforme, et j'y reviendrai, c'est un terme qui n'est qu'un début à mon sens. Le constat était qu'on avait des territoires où il y avait
parfois beaucoup de dispositifs qui étaient mal connus de la part des professionnels, donc peut-être une offre qui pouvait être considérée comme surabondante, et d'autres territoires qui en étaient dépourvus. Donc c'est vraiment l'ambition qui est portée dans cette réforme, une ambition de simplification. Et pourquoi je les cite aujourd'hui lors de cette table ronde, c'est qu'on sait globalement que une grosse partie de l'activité de ces dispositifs, évidemment, au vu du vieillissement de la population, de patients polypathologiques, dès qu'on parle de parcours de santé complexe, la dimension personne âgée est évidemment très très présente. Les missions des professionnels et leur parcours, on est aussi un levier d'attractivité des métiers. On en a beaucoup parlé, mais des carrières plus riches au domicile, c'est important de les construire et aussi dans la richesse des missions. Et l'autre espoir qu'on a, c'est que pour les aidants, ce soit aussi un soulagement sans commune mesure avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec des professionnels, et c'est en particulier le rôle des temps de psychologue qu'on va sans doute mettre systématiquement dans ces services, le rôle de veiller non pas seulement sur la personne accompagnée officiellement, mais aussi sur l'aidant. Et ça a été très bien dit tout à l'heure. Voilà. Je fais par parenthèse, mais je rends le micro tout de suite. On a aussi réformé le financement des services d'aide à domicile et les financements des services de soins à domicile. Et c'est au total plus d'1 milliard d'euros qui ont été budgétés à horizon 2030. On peut faire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça nous a servi à valoriser une heure d'aide à domicile dans tous les conseils départementaux à minimum 22 € par heure. C'est un seuil légal en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et pour les services de soins infirmiers, ça entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Mais l'idée, c'est vraiment d'accroître le niveau de financement avec la lourdeur, entre guillemets lourdeur, des besoins des personnes. C'est-à-dire, vous allez au domicile d'une personne qui a un diabète insulinodépendant, vous allez avoir les financements qui vont avec. On ne vous demande pas de faire plus avec autant d'argent. On reconnaît que le maintien à domicile est un problème complexe. C'est-à-dire, c'est de la complexité qu'il s'agit. Et pourquoi est-ce que c'est complexe? C'est parce que la personne humaine est un être complexe, tout simplement. Et dans la personne humaine, être complexe, il n'y a pas seulement la personne qui a besoin des soins et de l'accompagnement, il y a aussi l'aidant avec sa complexité forcément ambivalente vis-à-vis de la personne qu'elle aide et qu'elle aime. Et puis enfin, je terminerai, puisque j'ai mon ami Emmanuel Hirsch en face de moi. Emmanuel, tout ceci, c'est profondément éthique. C'est éthique parce qu'il est question de bientraitance, parce qu'il est question de non-maltraitance, non-malfaisance, mais non-maltraitance, parce qu'il est question d'autonomie, évidemment, mais aussi parce qu'il est question de justice. Et la justice, c'est faire en sorte que, quel que soit leur revenu, toutes les familles puissent avoir le même accès à la possibilité de garder la personne aimée aussi longtemps que possible à domicile.